Alors, quel pourrait bien être le point commun entre une reine de légende, une amoureuse tout droit sortie d'un poème, et une planète géante de glace? A priori, on est d'accord? Absolument rien. Et pourtant, on va explorer ensemble une théorie, mais alors une théorie vraiment audacieuse, qui va tisser un lien complètement fou entre les trois. Ok, on attaque direct dans le dur. La thèse centrale, elle est posée là, comme ça, d'entrée de jeu. Et elle est, disons, percutante. La reine de Saba serait en fait la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Une seule et même personne. Voilà, ça c'est la première pièce du puzzle. Mais attention, l'histoire ne fait que commencer et elle va nous emmener beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, on ajoute le troisième élément qui vient tout faire basculer, la planète Neptune. Attendez, une reine, une amante et une planète? Comment est-ce que c'est possible? Quel est le lien? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre en suivant la piste indice après indice. Bon, premier indice. Il est à chercher du côté de la couleur, ou plutôt de l'absence de couleur, de l'obscurité. C'est un point commun, c'est vrai. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que la raison de cette obscurité est complètement opposée, pour l'une et pour l'autre. Et c'est là que tout le paradoxe prend son sens. D'un côté, on a la bien-aimée qui dit être noire parce que le soleil l'a brûlée. Trop de lumière, en somme. De l'autre, on a Neptune qui est noire parce qu'elle est à l'autre bout du système, loin, très loin de la lumière. Vous voyez, les deux extrêmes, l'excès de lumière et le manque total de lumière qui aboutissent au même résultat, au même symbole puissant, la noirceur. Allez, on passe au deuxième lien, et celui-là c'est peut-être le plus fort, le plus poétique. Il s'agit du parfum, ou pour utiliser le terme exact, des aromates. Et c'est là précisément que la poésie des vieux textes va se frotter à la science pure et dure de l'astronomie. Alors, dans le Cantique des Cantiques, c'est très clair. La bien-aimée, elle n'a pas juste un parfum, non, elle est son parfum. C'est ce qui émane d'elle, ce qui la définit, c'est sa signature en quelque sorte. Il faut bien garder en tête cette idée d'une fragrance qui se diffuse comme ça, tout naturellement. Maintenant, hop, on fait un bond et on arrive chez la reine de Saba. Son cadeau au roi Salomon, ce n'est pas de l'or ni des pierres précieuses, non. C'est une quantité jamais vue d'aromates. L'idée ici, c'est de superposer les deux images. La connexion semble presque évidente, non? Voilà le point clé. On a une signature olfactive unique, débordante, qui est la marque de fabrique de ces deux figures. L'argument, c'est que ça ne peut pas être une simple coïncidence. C'est le signe qu'on parle de la même entité symbolique. Et c'est là, bien sûr, que Neptune refait son apparition. Et voilà, la connexion, la voilà. Le parfum de Neptune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les gaz qui la composent, comme le méthane par exemple. Pour un astronome, ces molécules qui flottent dans l'espace, c'est une signature chimique. C'est une sorte d'odeur cosmique. C'est un parfum qu'une étoile en formation peut littéralement sentir à des années-lumière. Et cette image, une myrrhe qui coule, elle est parfaite. Elle décrit une émission continue, naturelle, qui se fait sans aucun effort. Ce n'est pas un truc qui explose d'un coup, non, c'est un flux constant. Et ça ressemble étrangement au rayonnement qu'émet un corps céleste pendant qu'il se forme. Troisième indice, là on va voir comment la quête amoureuse de la bien-aimée se transforme en un véritable voyage cosmique. Une quête, mais cette fois une quête gravitationnelle, au beau milieu de la nuit de l'espace. Regardons un peu les étapes. D'abord il y a la recherche, dans la nuit, puis l'échec, on ne trouve pas, puis la découverte, et enfin l'union. Ok, maintenant transposons ça à l'échelle de l'univers. On imagine Neptune, seule, errant dans le noir intersidéral. Elle cherche son étoile. La force d'attraction est là, elle existe, mais elle est faible au début, et puis la planète se rapproche, elle trouve son soleil. Et cette phrase, je ne le lâcherai pas. Franchement, est-ce qu'il y a une meilleure métaphore pour décrire la stabilisation d'une orbite? C'est ça, c'est la fusion gravitationnelle qui s'opère. La planète a littéralement saisi son étoile, et leur union, c'est cette danse. Une danse permanente, irréversible, qui va durer des milliards d'années. Cette union cosmique, elle va atteindre son point culminant. Et ce qui est génial, c'est que pour la décrire, le texte n'utilise pas des termes scientifiques compliqués. Non, il parle des saisons. On assiste au passage de l'hiver au printemps, le grand moment où tout se réveille. Ce passage, c'est un des plus célèbres du Cantique des Cantiques. Mais, et si on essayait de le lire différemment? Pas comme une jolie description de la campagne, mais comme le récit d'un événement cosmique absolument majeur. Et là c'est incroyable parce que chaque mot poétique trouve son écho en astronomie. L'hiver est passé, c'est la fin de l'ère glaciaire de la planète. Les fleurs paraissent, ça ce sont les premiers signes visibles que l'étoile s'allume, comme des éjections de plasma, des sortes de fleurs de feu. Et le temps des chants? Eh bien c'est le son de l'étoile, ces fréquences radio que nos télescopes captent comme une sorte de mélodie cosmique. Et du coup cette invitation, lève-toi et viens, elle prend une toute autre dimension. Ça devient un appel cosmique. C'est l'étoile qui dit à la planète « Allez, c'est le moment, prends ta place, rejoins-moi dans ce nouveau système stellaire qui est en train de naître ». On arrive à la dernière pièce du puzzle.
Et c'est une métaphore d'enfermement, de confinement. C'est l'image d'un potentiel énorme, qui est bien là, mais qui est inaccessible. Comme un trésor enfermé à double tour, qui attend juste le bon moment pour être découvert. L'image est d'une force incroyable, un jardin fermé, une source scellée. La vie est là, le potentiel est là, tout est là, mais c'est fermé, c'est scellé, on ne peut pas y accéder. Et là on pense forcément à Neptune, qui est resté invisible à l'œil nu pendant des siècles et des siècles, avec tout son potentiel caché dans le noir. Ces deux mots, ils résument tout. C'est l'état de la planète pendant son très long hiver cosmique. Le potentiel, il est là, il est intact, mais il dort. Ses eaux, ses gaz, sa masse, tout est gelé, tout est verrouillé par la glace et par l'obscurité. Et ça, c'est le grand final. C'est l'aboutissement de tout le processus. L'union avec l'étoile, c'est ça qui fait sauter le verrou, qui brise le sceau. La chaleur, l'énergie, la gravité, tout ça libère enfin le potentiel. Les eaux se déversent, la fontaine se met à couler, et le jardin, autrefois fermé, s'ouvre enfin pour dévoyer toutes ses richesses. Et on termine sur cette question qui résume finalement toute la démarche. Cette analyse nous invite à regarder ces textes différemment. Pas juste comme des histoires humaines, mais peut-être comme une intuition géniale des grandes lois de l'univers, une intuition qui aurait été codée dans le langage de la poésie. C'est une idée qui, quand même, laisse songeur.